Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau 10 plus 10, les recommandations de notre chaîne. Et autant vous dire que Doup et moi, nous sommes un petit peu perturbés parce que nous Ouais, enregistrions jusqu'à présent nos recommandations dans Skype et nous sommes aujourd'hui le 5 mai et donc Skype n'enregistre plus. Et donc et nous comme on avons n'est pas bon en technologie, c'est ça, on vient donc de passer 1 heure et demie à bricoler une solution. Autant vous dire que d'ailleurs, les gens, si vous avez des solutions pour qu'on puisse enregistrer des conversations, on a essayé sur Teams, on a essayé sur plein de trucs, on n'a pas les boutons d'enregistrement. donc là, Si vous avez des solutions de logiciels sympas, gratuits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, parce que là, vraiment, moi, j'ai eu l'impression d'être, je sais pas, face à un mur, voilà. Donc, heureusement, Stéphane a réussi à trouver quelque chose pour bidouiller, mais là, c'est l'enfer, hein. Je vous si garantis vous que. avez mieux que nous on est dans Teams et j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS qui permet de capter les sons de nos micros et les sons de comment dire de Windows. Et ça a l'air de marcher, en tout cas, on croise les doigts. Donc voilà. Bon, allez, on va croiser les doigts justement pour que ça Ouais. marche. On vous rappelle très rapidement le principe de recommandations 10 plus 10. Chaque mois, en chaque début de mois, Doup et moi, on se retrouve. On a chacun préparé les titres que l'on a envie de mettre en avant, les titres qui vont sortir le mois en cours. Mais on s'est pas concerté, donc si ça se trouve, nous avons les mêmes titres, si ça se trouve, nous avons des titres différents. Et justement, tout l'intérêt, c'est de vous présenter quelles sont nous, nos propres recommandations, sachant que vous n'en aurez donc pas plus de 20, puisque chacun 10, forcément, mathématiquement, on ne peut pas faire plus de 20. Voilà, je suis fatigué. On cherche aussi un logiciel qui fait le café. Si vous avez ça, ça serait pas mal. J'ai même pas eu l'occasion de présenter Doup, mais Doup, voilà. Y a-t-il Oui, besoin de le bah voilà, présenter? Doop, Il est dans le multivers du web, vous l'avez partout, vous voilà. l'avez sur Superpower. Ancêtre, vieil ancêtre des comics qui ne sait pas gérer les ordinateurs non plus. Mais bonjour à tout le monde. Voilà, j'ai bien cru que j'allais mourir là. Alors, de vieillesse, hein, le temps que déjà qu'on est un peu vieux tous les deux. Donc, le temps qu'on essaye de trouver une solution, j'ai pris 10 ans là, d'un coup. Oh, pas Mais ça tant que va, je suis toujours en ça, forme pas et tant que ça. Allez, voilà, ça va bien se passer. Allez, je te propose de ça va bien se commencer. passer. Voilà. Tout va bien se passer. Allez, donc je vais commencer par une recommandation qui date en fait de la semaine dernière, parce que nous sommes le 5 et il y a eu des comics qui sont sortis le 2. Moi, je vais vous parler de Batman Dark City, tome 6, qui est donc en fait ce sixième tome, c'est le dernier tome du run de Chips Zdarsky. Euh, c'est un petit tome, hein, je crois qu'il y a 5 épisodes à l'intérieur, 5 épisodes 18 €, 22 €, je ne me souviens plus. C'est la conclusion du run de Chips Darsky, post Absolute Power, et avant que, je crois que c'est Matt Fraction qui va revenir, qui va arriver sur le titre. J'étais Oui. assez curieux de voir cette fin de run de Chips Darsky. Euh, c'est une fin de run. Ces 5 derniers épisodes, ils sont assez déconnectés de ce qu'il a fait précédemment, à tel point que, sachez-le, vous pouvez même acheter ce tome 6 et lire ces 5 épisodes sans avoir lu ce qu'il a fait avant. En fait, c'est-à-dire que c'est à ce point déconnecté. Voilà. Ok. Ça me donne un peu l'impression que en gros, d'ici lui a dit ah bah en fait ça t'as encore 5 épisodes, donc va falloir trouver quelque chose pour combler le temps de 5 épisodes. C'est presque ça. C'est-à-dire que ça me donne cette impression là. Le principe est simple, c'est que Bruce Wayne a décidé d'investir une partie de sa fortune dans le bien-être de sa ville, comment dire, dans les services sociaux, dans la sécurité, etc., etc. Et ben en fait, étonnamment, ça marche parce qu'il y a moins de criminalité à Gotham City. Sauf que, évidemment, chasser le mal, il revient au galop. Le Sphinx a décidé de se racheter une conduite et en fait a décidé lui-même d'être un bienfaiteur comment dire, de Gotham. Et c'est donc le début de cette aventure donc relativement courte qui se pose la question de savoir est-ce que le Sphinx a vraiment décidé de faire un monde honorable et de
chercher le pardon et le repentir, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un énième plan du Sphinx? On est sur ces. Moi, j'étais assez surpris de me prendre au jeu de ces cinq petits épisodes. Il y a je vais essayer de pas dire trop de bêtises en termes de Il n'y a dessin. pas 5 dessinateurs différents, non? Non, il n'y a pas cinq dessinateurs différents, mais il y a Jorge Jiménez. Bon, ça, voilà, tout le monde l'avait vu venir. Mais il y a aussi Tony Daniel qui est là. Et Ok. alors, j'ai pas bien préparé mon truc. Je suis désolé. Il y a un dessinateur qui fait 2 épisodes. C'est pas compliqué. On a l'impression qu'il fait du David Mazzucchelli période Year One. Voilà. Et en fait, Wow. ouais, la barre est haute, hein. Alors, c'est pas à ce point réussi, mais il y a une espèce d'émulation de Mazzucchelli. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien dans le cadre d'un petit run de 5 épisodes. La relation avec le commissaire Gordon est plutôt réussie. Le commissaire Gordon ne fait plus partie du commissariat de Gotham City. Il travaille comme privé, comme détective privé. Et dans le commissariat, qui règne dans le commissariat de Gotham City, c'est Vandal Savage, donc ce qui est Ok. un petit peu surprenant. Et donc toute cette aventure va aussi mettre à mal la relation entre Gordon et Bruce Wayne, Batman. C'est très agréable, c'est très déconnecté, ça se lit très bien, c'est pas extraordinaire, mais moi j'ai trouvé ça assez sympathique et j'avais envie de le profiter avec vous. Voilà, c'est cadeau. Profitez. Ok. Doop. Oui, alors moi, on va rester dans le Batman. J'ai retenu une histoire de Batman qui s'appelle Batman Dark Patterns. Alors, je l'ai pas lu, hein, j'ai à peine feuilleté les premières pages. Au scénario, c'est Dan Waters. Dan Waters, c'est quelqu'un qui avait fait quelques histoires, il me semble, pour Sandman, quand ils avaient relancé le Sandman Universe. Je crois qu'il avait fait du Lucifer. Et surtout, le dessinateur, c'est Aidan Sherman, que je connais pas du tout. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est, en tout cas, qui a un style vraiment impressionnant. On est dans une histoire qui se situe au début, un petit peu dans les premières années de Batman, donc on est dans le passé. Il y a un tueur en série avec des aiguilles qui torture des gens avec des aiguilles. Batman est à sa poursuite. C'est très très sombre. Et vraiment, Aidan Sherman, c'est une découverte. En tout cas, c'est un dessinateur qui a du style, qui se démarque énormément de ce qu'on peut voir actuellement. C'est un espèce de mélange entre du Eduardo Risso, du Mignola. Là, je sors des grosses références, mais c'est vraiment très très stylé. Donc moi, ça m'intéresse. Problème, et ça c'est un petit peu bizarre, je pense que c'est une série en 5 ou en 6 épisodes, et Urban va le sortir en grand format, mais alors en 2 tomes. Et je trouve que 2 tomes, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On aurait peut-être pu attendre un album. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, moi, ce récit-là, sur ce que j'ai pu feuilleter des toutes premières pages, rien que graphiquement, ça m'intéresse. Voilà. Ouais, le format, il est assez surprenant. C'est vrai que Urban nous avait. Bon, là, je m'arrête plus sur la forme que sur le contenu, hein, parce que je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté en librairie et je me suis dit, ah oui, ça a l'air d'être franchement pas mal. Euh, Ouais. euh, le format il est surprenant parce que l'album est tout fin. Alors, on n'a pas l'habitude avec Urban d'avoir des albums Ouais. aussi fins que ça. Il y a 3 épisodes, 3 épisodes 16 balles. Bon, voilà, vous m'avez compris. Ça- c'est que ça commence à coûter cette histoire. Après, pour ce que j'en ai compris, ces 3 épisodes forment un récit complet. Donc c'est d'ailleurs, je crois que le D'accord. sous-titre c'est Affaire numéro 1. Je crois que sur la couverture, c'est ce qu'il y a de marqué. Ouais, Affaire 1, l'homme blessé. Et donc on peut Alors, c'est imaginer. peut-être une série à suivre, hein, du coup. Et donc, il y aura un tome 2, je pense, avec l'affaire numéro 2. Mais c'est vrai que les esprits chagrins pourront se dire, bon, bah, alors pourquoi Urban n'a pas attendu d'avoir les 6 épisodes pour faire un album Dark Patterns et puis on n'en parlait plus, quoi. Bon, on pourra, en tout cas, bon, voilà, après chacun verra ce qu'il peut penser de l'initiative, mais bah, ils essayent, les éditeurs, là, je sens. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'ils essayent de nouveaux formats, hein. Bah, avec, Urban, Ouais. avec son format DC Trade Paperback. Bref, ils essayent des trucs. Donc là, on est sur un comics beaucoup plus fin, moins cher. Pardon, excusez-moi. 16 balles. Mais 16 balles, d'accord, mais 16 balles avec finalement
pas une pagination de fou non plus, quoi. Ouais. Donc à voir, à voir si le public va accrocher à ça. Moi, je sais que je suis intéressé par la chose, hein, parce que graphiquement, j'ai trouvé ça assez joli. À voir si on n'est pas sur une énième histoire de Batman qui mène l'enquête, Ouais, c'est un ce tueur en que. série. Bon. Alors, voilà, c'est les réserves que j'allais un peu faire. C'est-à-dire que, ouais, graphiquement, ça tabasse. Dan Waters, moi, ce que j'avais pu lire m'avait pas complètement fait peur. J'ai peur quand même qu'on soit dans une énième histoire où Batman va poursuivre un tueur en série qui est très très méchant et ça va le ramener à sa sombritude, etc., etc. À voir, mais en tout cas, graphiquement, c'est intéressant. Ouais, ça mérite d'être feuilleté et Donc, éventuellement d'être essayé. j'aurais tendance à le conseiller à nos auditeurs. Voilà. Allez, je vais prendre la main. Moi, on va quitter. Ah, est-ce qu'on quitte? Bah non. Alors, ouais. Bon, je regarde après, parce qu'à mon avis, tu l'as mis dans ta liste. Moi, je vais parler d'un poche, de Panini Poche. Alors, j'aime bien cette petite collection des petits formats Panini Poche, parce que bah, ça permet de mettre des histoires assez sympathiques à la portée de toutes les bourses, on va dire. Et il y a deux podcasts, ou peut-être le podcast du mois dernier, je ne me souviens plus. On avait parlé de Spider-Man par Straczynski, le premier tome, et ben Ouais. Urban, pardon, Panini poursuit sa publication des aventures de Spider-Man, toujours par Straczynski et John Romita Jr. On a passé le moment où, attention, un spoiler, mais on parle quand même d'épisodes qui ont 20 ans, je pense, facile. Tante May, ça y est, Connell a découvert que son neveu était Spider-Man. Donc on est sur là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce nouveau tome, c'est que Straczynski va, je trouve, insuffler un peu de mysticisme. C'est-à-dire que Peter Parker va découvrir que ses pouvoirs sont peut-être pas tout à fait dus au hasard. On va avoir encore une fois Ezekiel, qui est un personnage important sur la période de Straczynski et qui redeviendra important pour le lore qui va être créé dans la suite, dans ce que fera Dan Slott avec notamment le Spider-Verse. Et puis, cette salve d'épisodes, de mémoire, c'est les 40 à 53, on va avoir aussi bah, le rapprochement entre Tante May, non pas Tante May, Mary Jane, pardon, je me perds dans mes notes, entre Mary Jane et Peter Parker, avec un mélange à la fois d'émotions, d'humour, qui sont le tout suffisamment bien dosé pour que ça passe bien. C'est vraiment une très très bonne période comment dire, Ouais. de Straczynski. C'est juste incontournable. Si vous l'avez jamais lu, euh, voilà quoi, vous pouvez y aller parce que C'est c'est le, c'est vraiment une des dernières meilleures histoires de Spider-Man. voilà, Moi, tu sais que j'aime pas Dan Slott, hein, donc ouais, forcément, mais pour moi, ça reste un des derniers très très bons runs sur Spider-Man. C'est peut-être aussi un des derniers très très bons runs de John Romita Jr., hein, qui après va partir, je pense, chez DC, ou va relancer des Avengers ou des trucs comme ça, et c'est beaucoup moins bon en termes de style. Je pense que c'est la dernière fois où lui aussi, graphiquement, il a envoyé du pâté. Ouais, c'est vraiment à conseiller vu le prix. Si vous l'avez jamais lu, foncez quoi. ouais. Spider-Man par Straczynski, Et puis vous surtout, serez pas déçu en fait. les deux, là, Romita Junior et Straczynski, ils modernisent et en même temps ils approfondissent Spider-Man. Ils ont lancé un truc avec cette histoire de totem araignée que moi je trouvais intéressant, qui malheureusement n'aura pas eu forcément beaucoup d'écho par la suite et c'est un peu dommage. Mais moi je trouvais ça très sympa. C'est des récits qui sont matures. Il y a un- cette arrivée un peu du mysticisme. Alors il y a Loki aussi qui apparaît à un moment donné. Il y a la Oui, magie qui commence à se mettre en place. Il y a de l'émotion. Bon, allez-y, c'est aussi réussi que le tome 1, donc vous pouvez y aller à l'aise sans problème. C'est vivement conseillé. ouais. Et Eh je ben, peux. tu sais quoi? Non, bah Moi, je vas-y. vais rester aussi dans les poches Ah, et je vais te proposer le Daredevil par Miller, tome 2. indispensable. Voilà. Alors, le tome 1, c'était un petit peu l'intro avec du Roger McKenzie qui était au scénario. Miller a pris progressivement les rênes avec Klaus Janson. Et puis bah, là, on rentre vraiment là dans le lourd de chez lourd, puisque bah, le Daredevil par Miller tome 2, je pense que c'est là qu'on a les meilleures histoires avec Elektra, avec
avec tout ça. Donc vraiment là c'est aussi de l'indispensable à 9,99 avoir des épisodes de cette qualité-là. Vraiment Miller et Johnson, ça reste un run de référence. Et là, je pense qu'on doit avoir Electra, on doit avoir peut-être la mort de Electra, je sais pas, la chute du Caïd. Je crois que c'est en 3 tomes, hein, la série, l'intégrale de Daredevil par Miller. Donc là, on est en plein dans les numéros qui font que ça fonctionne, quoi. Donc ouais, ce Daredevil par Miller, cette petite collection poche, bah, dans la mesure où il commence à nous sortir, bah ouais, des Straczynski, des Miller, des choses comme ça. Ben, il faut y aller, hein, parce que si vous n'avez pas eu l'occasion, même si ça a été multi et multi et multi publié, Ouais, bah, si vous êtes ouais, un jeune lecteur, le- ouais, les Miller là, de Daredevil, ça n'a pas été aussi multi diffusé que tu crois, hein. Il y a- bah, il y a eu un omnibus, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà, mais auparavant, avant l'omnibus, il y a eu des intégrales de Miller qui sont sorties, mais qui sont sorties il y a quoi, 15 ans, 20 ans, et qui sont plus Ah disponibles. ouais, peut-être. Ah, ok, Et d'accord. donc, en fait, c'était pas aussi facile d'accès que ça, à part l'omnibus, mais l'omnibus, c'est plus le même tarif non plus. Mais oui, alors si vous avez jamais vu ça, oui, allez-y, et puis vous allez découvrir Là, faut y aller. le- C'est du classique de chez classique, hein, vous allez découvrir l'incroyable talent de Johnson. ouais. Bah, Qui- Klaus Johnson, oui, ah, parce que on a souvent tendance à l'oublier, mais à la fin, Miller faisait plus que des esquisses, hein, et c'était Johnson qui avait pris quasiment toute la partie graphique en main. Non, vraiment, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Foncez. Alors, bah, je vais reprendre la main avec. Allez, on va changer, on va quitter un peu le domaine des super-héros. Moi, je vais vous conseiller un petit 404 comics qui va sortir, et je veux notamment parler de Origins. Alors, je sais pas si tu avais mis ça sur ta liste, toi, Doop. Non, Non, non. c'est paru chez Boom, hein, Boom Studio, et l'éditeur français 404 Graphiques m'a fait le plaisir de me l'envoyer en service presse. Et j'ai eu l'occasion de le lire, et moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors, 404, ils ont depuis quelques temps l'habitude de faire d'abord de beaux albums. Donc vous allez découvrir un bel album dans un format un peu franco-belge, avec un papier de très très belle qualité, etc. Mais bon, on n'achète pas des comics pour la qualité du papier et la couverture. L'histoire, en quelques mots rapides, je reprends mes notes. Nous sommes 1000 ans dans le futur, l'humanité a disparu, il n'y a qu'un seul survivant, un certain David Adams, qui est en fait le créateur de la technologie qui a été responsable de l'extinction de l'humanité. Et bah, sa mission, c'est tout simplement de réparer à la fois ses erreurs et de ramener l'espèce humaine, en tout cas essayer de la faire survivre. Et on a là, je trouve, une espèce enfin, une science-fiction post-apocalyptique que je trouve assez intéressante, intelligente, mystérieuse. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'y ai vu des touches de Terminator, de enfin, je suis une légende, I Am Legend, j'ai eu du mal à le dire. J'ai Euh, cru que tu allais dire Aya Nakamura, mais c'est ça. non, non, non. Et puis, bah, il y a le dessin de Jakub Rebelka, qui, Alors, ouais, je, vas-y, je vas-y, vas-y. t'avoue je t'avoue que c'est pour ça que j'y suis pas allé, moi. Ah ouais, bah moi je trouve C'est qu'il pas a. que j'aime pas Rebelka, mais Rebelka, je pense qu'il a eu un gros succès là avec un truc que 404 avait sorti. Je sais plus ce que c'était. C'était un truc sur Luda, il me semble. Ouais, je sais plus. Je dis peut-être des bêtises, je sais plus. Et du coup, 404 graphiques mise beaucoup dessus. Hmm. Et ouais, du coup, ça m'a pas donné envie. En plus, les trucs futuristes, post-apo, j'en peux plus, moi. Donc, Ouais, alors bon, ça vient peut-être aussi du fait que moi j'ai une certaine attirance pour tout ce qui est, tu sais, ville en ruine, où la nature a repris ses oui, oui, droits, voilà. etc., etc. Alors moi ça me plaît, hein. Moi j'adore ce genre de truc. Donc là, pour le coup, je suis servi, quoi. Parce qu'il y a vraiment une ambiance visuelle assez forte, et puis dès le début. Par contre, ce qu'il y a aussi dès le début, c'est la lecture est parfois un peu confuse dans le premier ou les deux premiers épisodes. Il y a des moments où on est un petit peu perdu. Je dois vous avouer que j'ai même dû relire le premier épisode pour vraiment bien comprendre que j'avais bien tout saisi. Mais en fait, c'est pas si gênant que ça, parce que une fois qu'on est arrivé à la fin du deuxième, début du troisième épisode, ça se passe bien. Moi, j'ai bien aimé C'est un comics que je trouve de science-fiction et d'anticipation qui est assez intelligent, parce que il se pose la question de la responsabilité de chacun, quelque part,
par rapport au progrès technologique, par rapport aux IA, par rapport à l'écologie. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et surtout, il y a cette histoire de est-ce qu'on peut corriger nos erreurs une fois que la catastrophe est passée? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra faire quelque chose une fois que la catastrophe écologique ou technologique sera passée? Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai trouvé ça ambitieux. Enfin, c'est pas C'est qui le souvent. scénariste? Alors là, je l'ai pas de tête. Attends que j'aille te trouver ça. C'est là qu'on voit la qualité de de la préparation. C'est un certain Chapman, mais je n'ai pas Ouais. son prénom. Ouais, mais Voilà. ça me dit rien non plus. Donc, non, c'est pour ça que j'y suis pas allé, moi. En fait, c'est terrible hein, ce que je vais raconter parce que Voilà, je bien sûr. l'ai pas vu et j'ai pas ouvert. Mais 404 Graphics, ouais. Jacob Robelka, c'est un dessinateur, je crois, polonais, Mhm. qui avait vraiment marqué les esprits avec, je crois que c'était les derniers jours de Lovecraft. Oui, Je me demande exact. même si Ouais. ça avait pas été pris, enfin, ou sélectionné à Angoulême ou un truc comme ça. Et ça avait vraiment bien fonctionné. Du coup, ils ont prolongé avec Judas, Ouais. qui était pareil. Et du coup, j'ai l'impression, moi, qu'il publie 404, allait publier tout ce qu'avait fait ce dessinateur-là. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas très intéressant, mais du coup, moi, je dis pas que ça me donne envie parce que vraiment ces univers-là, moi, ils me parlent plus du tout parce que j'en ai tellement vu que j'en peux plus. Mais au moins, oui, ça a pas l'air d'être un titre qu'ils ont sorti juste pour surfer sur la vague du dessinateur, hein. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui a l'air d'être construit, d'après ce que tu dis. Donc, ma foi, pourquoi pas si vous aimez ces ambiances-là. Moi, je l'ai pas choisi parce que vraiment, c'est pas mon univers. Voilà. Bah, moi, j'ai eu l'occasion de le lire et enfin, j'ai trouvé ça ambitieux. C'est pas si souvent que ça que je tombe sur de l'histoire sur de la SF qui sont un peu exigeants avec une histoire dans laquelle il y a du mystère. Enfin, Ok. voilà. Moi, je me suis Non, mais ok. laissé embarquer là-dedans. Tu sais, il y a un côté, je trouve un peu, je sais pas si tu as déjà lu New York de Stephen Wool et il y a un côté Planète des singes aussi un peu là-dedans, je trouve, Ok. dans cette manière de présenter un futur qui est vraiment pas joyeux, mais dans lequel il peut y avoir, dans lequel l'espoir est possible. Voilà, j'ai bien accroché. Puis bon, bah, le principe des IA, par contre, c'est vrai que c'est particulièrement à la mode, on va dire. Donc, Ouais. voilà. Et puis, c'est bien dessiné, hein. C'est du très bon Ouais, c'est dessin. joli. Bah, enfin, de toute façon, quand vous verrez la couverture, dites-vous bien que ça représente très bien le contenu intérieur Ouais. de cette histoire. Allez, Double, je te repasse la main. Oui, eh ben moi je vais sortir aussi du cadre des super-héros puisque je vais vous présenter Torso. Torso qui est un récit qui va être republié chez Delcourt. Alors Torso, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça surfe un peu sur la vague du true crime. Alors qu'est-ce que c'est que le true crime? Bah, c'est des adaptations en comics d'affaires qui ont réellement existé. Et je pense que là, Delcourt surfe un peu sur la vague de Ed Gein, hein, le récit qui avait été fait par Eric Powell il y a quoi? Il y a peut-être 6 mois, qui a été publié il y a 6 mois, un an. Très très bon récit d'ailleurs, Ed Gein, hein, que je vous conseille. Et donc là, Delcourt va nous sortir ce Torso, qui est un comics donc, qui a plus de 20 ans, et qui est réalisé par Brian Bendis, sauf que pour les plus jeunes lecteurs, hein, Bendis, il ne fait pas le scénario, mais il fait les dessins. Parce que Brian Bendis, à la base, c'est un dessinateur. Et le scénariste, c'est Marc Andreiko, qui est un très très bon scénariste ouais, avec une ambiance très polar. Donc là, on va se lancer sur les traces du Cleveland Torso Murder, qui tue les gens et on retrouve généralement les torses. Ça avait été publié par Semic, me semble-t-il, il y a quelques années dans leur collection Semic Noir. Tu me confirmes, Stéphane? Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'aller vérifier parce que j'ai quelques petits problèmes avec ma Mais j'en connexion suis Internet. certain, puisque moi Ouais. Ça, j'avais ce livre-là que j'ai lu à l'époque. ça avait été ma première rencontre avec Brian Michael Bendis. Ouais, et moi j'avais adoré, vraiment j'avais adoré. Donc, moi je vous conseille ce titre, Torso, hein, qui sort chez Delcourt. Si vous aimez les ambiances noires, les polars et puis les vraies affaires criminelles, franchement c'est super sympa.
Ouais, puis c'est intéressant parce que alors, si vous appréciez les true crime et les histoires de serial killer, là vous avez un des premiers serial killers modernes des États-Unis, hein, donc Ouais, voilà, c'est pas le moindre. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de voir comment dessine Brian Michael Bendis, parce qu'il y a un petit côté un peu rigolo, parce qu'on le connaît surtout pour ses scénarios, et ouais. on se rendra compte en fait en regardant ses dessins qu'il y a certaines de ces techniques narratives, vous savez la multiplication des cases Ah bah identiques, c'est voilà. exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Voilà, vous retrouvez tous les tics de Bendis dans son dessin en fait. c'est ça. C'est-à-dire que ça vient, c'est pas juste un tic de narrateur, enfin de scénariste, c'est vraiment un tic de dessinateur. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça, parce que moi j'ai l'édition, je pense, sémique, enfin cette couverture toute noire là, avec une espèce de crâne rouge Oui, oui. diffus là, voilà. Et c'était, euh, comment dire, j'aimais bien alors c'est du noir et blanc, hein, on l'a peut-être pas précisé, mais c'est du noir et blanc pur. C'est pas forcément pour tout le monde. Le dessin est pas fabuleux, il dessine pas de manière fabuleuse, Brian Michael Bendis, mais il y a une telle ambiance glauque, sombre, c'est tellement immersif qu'en fait on se laisse prendre par le truc. Puis on sent aussi que c'est vachement documenté, quoi. C'est-à-dire que alors, je vais pas dire que c'est l'équivalent d'un From Hell, parce que bon, tout de suite, les défenseurs d'Alan Moore vont dire oh là là, non, certainement pas. Peut-être Oh pas. non, c'est pas. Non, non, Marc Andrico, il est beaucoup plus terre à terre, hein. C'est Ouais. beaucoup plus. Oui, mais je voulais dire. D'ailleurs, je te confirme hein, que c'était bien en Semic Noir, Non, c'est publié en 2002, ouais. traduction du toujours très bon Alex Nikolavitch, hein, en plus. Hein. Et comment dire, mais je voulais parler plus, je comparais à From Hell dans le côté documentation, enfin très documenté, Ouais, histoire très documentée. ouais, ouais. Voilà, c'est très très chouette. Et puis bon, alors évidemment, il faut aimer les dialogues, hein, parce que là, bon, voilà, il y en a un peu. Oui. Ça reste Bendis, quoi. Donc il aime bien ça, mais ça marche très bien. Donc voilà. Donc Non, ça, vraiment, moi, j'avais adoré. Hein. J'avais adoré. le très bon effet de cette réédition, c'est que ça m'a amené comment dire, à refeuilleter cet album qui était perdu au fin fond de ma collection, et où je me dis Ouais. tiens, je me le relirai bien. Voilà, on l'a pas précisé non plus, c'est un récit complet, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de Oui, c'est suite. un récit complet. Ouais. C'est un one shot. Ça marche très très bien, vivement conseillé. Effectivement, je l'avais mis dans ma liste aussi, Ouais, très donc bien. je ne suis pas surpris. Bon, on va passer à mon chouchou à moi de cette sélection. Alors, moi, je vous ai sélectionné la réédition en intégrale d'Amazing Spider-Man année 84. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ce titre? Ben, en fait, parce que il y a tout ce que j'aime dans Spider-Man. On est sur un album qui est une passation de flambeau entre l'équipe composée de Roger Stern et John Romita Jr. qui partent, et l'arrivée de Tom DeFalco et Ron Friends qui arrivent sur la série. C'est la conclusion au début en fait de l'album de la saga du Super Bouffon, qui va se terminer d'ailleurs par la disparition du Super Bouffon. Je vous rassure, il ne peut pas disparaître bien bien longtemps, mais en tout cas, c'est comment dire, sur la fin du run de Roger Stern, le Super Bouffon disparaît. C'est aussi l'épisode, enfin l'intégrale dans lequel vous allez vivre la disparition de Spider-Man, le moment où il part pour aller pour les guerres secrètes, et le moment où il revient des guerres secrètes avec son costume noir qui évidemment est un symbiote, qui deviendra Venom, enfin dont on découvrira qu'il est Venom, etc. Ça marche encore très 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 bien. Moi, c'est des épisodes que j'ai relus il n'y a pas très très longtemps, et je trouve que ça fonctionne super bien. Parmi les guest stars, on a le Puma, qui est un personnage qui va occuper Spider-Man pendant 2 ou 3 épisodes de mémoire, et là aussi c'est très très sympathique. Il y a la Black Cat, la chatte noire, qui va jouer aussi le rôle un petit peu qui va brouiller les pistes dans les relations que Peter Parker peut avoir avec Mary Jane. D'ailleurs, en parlant de Mary Jane, c'est aussi dans cet épisode qu'on va découvrir un épisode très touchant où Mary Jane raconte son enfance, et c'est presque une histoire d'origin story de Mary Jane, personnage qu'il a depuis très très longtemps dans Amazing Spider-Man, mais dont on n'avait pas forcément exploré beaucoup le passé. Et puis, bah, avec l'arrivée de Ron Friends et de Tom DeFalco,
Falco, c'est aussi le début de la guerre des gangs. C'est-à-dire, suite à la disparition du père Bouffon, bah, les criminels de New York s'affrontent pour récupérer leur part du gâteau. Et là aussi, c'est absolument passionnant. Alors, ce tome 84 a peut-être pour défaut d'être dans une espèce de période charnière, c'est-à-dire que bah, c'est la fin d'une période, c'est le début d'une autre. Mais qu'est-ce que c'est chouette! Et en bonus, l'album se démarre par un super épisode dans lequel vous avez Spider-Man qui affronte le boulet, dans un épisode dessiné par John Romita Jr. qui est absolument fabuleux d'énergie, de puissance et d'action. Et derrière, juste après, vous avez un épisode dessiné par Ron Frenz. C'était une espèce de galop d'essai de Ron Frenz où bah, c'est l'enfant qui collectionne Spider-Man et c'est un épisode que tout Ah le monde oui. connaît. Voilà, qui est un des épisodes les plus émouvants de Spider-Man. On va pas spoiler pour les jeunes lecteurs ou les néophytes qui connaissent pas cet épisode, mais lisez-le, c'est vachement bien. Pour moi, c'est la quintessence de ce que j'aime dans Spider-Man. C'est-à-dire que c'est vraiment des épisodes réussis. Et même quand Ron Friends ou John Romita Jr. ne sont pas là et que c'est Rick Leonardi qui fait un fill-in, et ben même le fill-in de Rick Leonardi est vachement bien réussi. Leonardi qui est un super dessinateur. Le seul problème, c'est qu'il dessine lentement. Et ben même son fill-in est vachement bien et ne gêne pas. Donc ouais, allez-y, c'est du super bon quoi. Ouais, c'est du vrai bon super-héros, ce Spider-Man par Tom DeFalco et Roger Stern, qui culmine pour moi. Enfin, DeFalco et Stern, DeFalco et Friends, pardon, je dis n'importe quoi, mais il est tard, hein. Ouais, ouais. Voilà, DeFalco et Friends, c'est une équipe qui marche, qui a commencé à se voir sur Spider-Man, et puis qui a fait les 4 Fantastiques, qui a fait du Thor, qui a fait du MC Carré derrière. Ils savent faire des histoires au long cours. Il y a vraiment des éléments mémorables dans leur run qui vont se voir sur l'intégrale d'après, je pense, avec Mhm, le combat contre Firelord et puis ce genre de choses. tout à fait. Vraiment, c'est du très très bon, quoi. C'est du très très bon. Vous pouvez y aller. À la limite, j'ai tendance à dire, si vous ne devez en acheter qu'une, ça sera celle-là. Voilà. Ah ouais, moi elle n'était pas dans ma liste, hein, par contre, Oh. mais bah non. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta liste alors? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que Amazing Spider-Man 1984? Spider-Man The Reign? T'as mis Spider-Man The Rain? Non. Ouais, si, moi j'avais bien aimé. Alors, The Reign 2, je sais pas. Je sais pas si j'y vais parce que Carrie Andrews. Ben moi j'avais bien aimé The Rain, c'était une espèce d'ambiance à la Dark Knight. D'ailleurs, on lui avait beaucoup reproché de pomper Miller. Moi je trouve que l'histoire elle est bien. C'est plus ou moins une des dernières histoires de Spider-Man, il me semble, hein. Ouais, Spider-Man The c'est ça. Rain, un petit peu, ça se passe dans un futur où voilà, Peter Parker est adulte, Kara Andrews il a un style. The Rain, c'est une histoire qui date d'il y a plus de 20 ans, hein, il me semble aussi. Ouais, ça remonte. Que moi j'avais lu en 100% Marvel à l'époque, que je l'ai toujours hein, d'ailleurs. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'est original. Moi vraiment j'avais aimé. Après Kara Andrews, moi tous les titres qu'il a fait depuis quelques années, au scénario et au dessin, bah, ça m'a pas franchement intéressé. Là je vois pas l'intérêt trop de Reign 2. Puisque en fait là Panini republie The Rain parce que bah, Kara Andrews a sorti la suite près de 20 ans après qui est The Rain 2. Je sais pas si j'irai sur The Rain 2. Au pire, si j'y vais et que ça me plaît, bah, je vous ferai un petit article sur Top Comics. Ouais. Mais il réédite en tout cas The Rain. Et moi, je trouve que cette histoire, elle est très bien. C'est une très bonne histoire de Spider-Man. Donc, bah, moi, je vous la conseille. Toi, t'avais pas aimé, Stéphane? Alors, The Rain, c'est bien cette histoire qui se passe dans le futur où il s'est rangé, où Peter Parker s'est rangé, enfin, a pris une espèce de semi-retraite parce qu'il a perdu Mary Jane. Et Ouais, 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 c'est ça, qui hein, était. ouais. Qui a été Ouais, contaminé, comment dire, à c'est cause ça, de. par la radioactivité de Peter. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'avais été assez refroidi par le dessin, moi. J'avoue que ça Ah m'avait un ouais. peu. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas trop aimé le dessin. Voilà, espèce de sous Frank Miller là, ça m'avait pas botté énormément. Faudrait que je lui redonne sa chance. Hein. Faut savoir que The Rain, vous le pouvez. Alors, pour info, gagner, économiser de l'argent. Sachez que Panini a ressorti certains albums de leur collection à pas cher. Là. Ils avaient sorti il y a 2 ou 3 ans des collections Avengers, Spider-Man, les super-héroïnes, etc., etc. Et là, le The Rain, on le trouve à 4 euros chez mon fournisseur de comics, en format souple, hein, certes, mais voilà. Donc il le réédite effectivement
je pense dans un beau format. Je suis en train de vérifier, je sais pas combien ça coûte. Oui, il Euh, propose même un coffret avec les deux ouais. séries The Rain et The Rain 2. Alors, nous, ce qu'on appelle The Reign, c'est ce qui s'appelle chez Panini Spider-Man l'Empire. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ah, pardon, oui, Ouais, ouais, d'accord. non, mais Oui, désolé. voilà. C'est The Reign, hein, mais sur la couverture, c'est sous-titré l'Empire, et effectivement, il y a un coffret. Ouais. Donc, à voir. Je sais pas. Le 2 au pire, si je tombe dessus et que je suis de bonne humeur, je l'ouvrirai. Mais en tout cas, le premier tome, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Moi, j'aime bien le style de Carandrous. Après, vraiment, le Carandrous, il m'a refroidi sur ses dernières séries qu'il avait sorties. J'avais pas trouvé très très bonnes. Et puis, je vois pas trop l'intérêt donc de faire un 2. Mais en tout cas, la première partie, je vous la conseille, moi. Bon. Moi, je vais enchaîner avec une autre intégrale, mais cette fois-ci, on change de personnage. On va parler de Wolverine, l'intégrale 90-93. Alors, c'est une intégrale un petit peu particulière parce que c'est une espèce de fourre-tout. Alors, à l'intérieur, pourquoi j'ai choisi hein, ça? C'est parce que vous allez retrouver The Jungle Adventure. En France, c'était paru dans un RCM que je RCM, ouais. c'était un Ou un top RCM. BD, je sais plus. Je sais Ouais. plus, alors c'est malheureux, j'en ai fait un podcast, c'est un RCM, c'est le RCM 30. J'en ai fait un podcast fin avril là, sur la chaîne. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Jungle Saga, voilà, je vous invite à écouter ce podcast. Oui, c'est du placement de produit, sauf que le produit c'est nous qui l'avons conçu. Euh, Jungle Saga, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la rencontre de Wolverine avec des dinosaures en terre sauvage, et c'est surtout la rencontre de Wolverine avec Mike Mignola. Et comment dire, le résultat, il est quand même graphiquement splendide. Enfin, moi, j'ai adoré relire Moi, ces j'avais épisodes. pas aimé, moi. Ah, j'avais adoré ça. Oh là là, mais L'histoire, c'était chiantissime. bah, à partir du moment où tu as compris que de toute manière, tu es dans une espèce on pourrait presque dire, ouais, aujourd'hui on dirait que c'est une fanfiction, mais Mm. comment dire, Logan qui se retrouve dans une tribu d'hommes de la préhistoire à affronter des dinosaures, un T-Rex et des diplodocus. Il y a un côté qui est complètement what the fuck, mais qui marche bien, parce que ça marche bien avec son côté primaire et primal. Et puis très vite, en fait, il se dépouille de ses atours d'humanité pour être un peu l'équivalent d'un homme préhistorique, juste au moment où, par contre, parce il y a deux parties hein, dans Jungle Saga, c'est une première partie très axée dinosaures, préhistoire, puis d'un coup, il commence à Wolverine va mener l'enquête sur. C'est parce qu'il tombe sur un dinosaure mécanisé, enfin un dinosaure robot, quoi, en fait. Donc là, effectivement, on sombre un peu. Scénaristiquement, on se dit, oh là, c'est quoi cette histoire? Mais donc, il va mener l'enquête et il va tomber cette enquête va le mener à l'intérieur d'une montagne où là, vous avez un certain Apocalypse qui est en train de mener des expériences. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais et là, d'un coup, ça devient beaucoup plus technologique. Et puis, alors, c'est la période où Wolverine porte son costume marron que moi j'adore. Et Mac Mignola, je trouve ça fonctionne très très bien. Là, on est sur une période pré Hellboy. Et c'est enfin, c'est super quoi. Enfin, on avait eu l'occasion de parler de Mignola lors du dernier podcast, je crois, avec Gotham by Gaslight, et je crois qu'on est à peu près dans les mêmes années en fait Ouais, sur oui. ça. Alors il y a un petit truc, un petit détail qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi une espèce d'explication des origines de Wolverine qui sera totalement avortée, dont on n'entendra plus jamais parler. C'est qu'à un moment donné, dans l'atelier d'Apocalypse, Wolverine tombe sur un crâne en adamantium, ce qui pourrait Mm. laisser entendre que, en fait, ses origines soient liées à celles d'Apocalypse, et puis en fait, Ouais, on ouais, n'entendra n'oublions pas plus. qu'Apocalypse, il vient aussi du futur, hein, donc c'est peut-être le crâne de. C'est pas là aussi où il y a un enfant illégitime de Si, Wolverine? j'allais y venir. C'est la deuxième petite surprise sur le gâteau, c'est que Wolverine comment dire, s'acoquine avec une des femmes préhistoriques, et à la fin de l'épisode, on nous explique clairement que bah, il a eu un enfant, quoi. Et cet enfant, il n'est pas dans une réalité alternative, il n'est pas dans le multivers, il est sur Terre, en Terre sauvage, certes, mais voilà. Et à ma connaissance, et vous me direz si je me trompe en commentaire, ça n'a jamais été réutilisé après, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir qu'on nous ait parlé de ce gamin. Mais bon sang, Wolverine a un gamin en terre sauvage. Qu'est-ce qu'on attend pour venir nous expliquer ce qui est arrivé à ce gamin, quoi. Bon, ça c'est juste un tout petit Euh, bout de. Ouais, peut-être toi tu sais peut-être. ouais, sur le.
Sur le gamin, je ne sais pas. Je sais pas s'il est revenu. Il faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. Je suis en train de regarder. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup vu. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup vu ce gamin-là. Ah non, Euh, clairement, pour moi, on l'a pas vu, hein. Donc voilà, tu peux chercher. Moi, je pense pas. Mais alors comment dire, dans cet album, je parlais de peau pourrie parce que vous avez aussi Wolverine Bloodlust, qui est en fait Wolverine Possession, qui était sorti aussi chez Lux et Mick, avec Alan Davis au scénario et au dessin. Et évidemment, bah, Alan Davis au scénario et au dessin, bah, comment dire, on dit pas non, quoi. Enfin, Non. le, Alors le, l'enfant s'appelle Erista ah, il a été me le chercher. et il n'est apparu qu'une seule fois. Voilà. Donc Voilà. personne l'a réutilisé celui-là. Ah, c'est marrant hein, que ça ait jamais que personne se soit dit, Tain, on va aller récupérer ce gamin. Enfin, c'est bizarre. Bon, je reviens sur Bloodlust Possession hein, en français. C'est un one shot en fait avec Wolverine et là, bah, il se retrouve en fait dans le Grand Nord, en Alaska, à la poursuite d'un mystérieux meurtrier. Et il va se retrouver aussi confronté à une espèce de tribu de mutants primitifs. Ce qui va permettre de questionner aussi son humanité, son rapport à l'animal, etc., etc. On est sur des récits qui sont très classiques pour Wolverine, mais putain, mais qu'est-ce qu'on aimerait lire aujourd'hui, ce genre d'histoire pour Wolverine, quoi. Quand on voit le niveau, hein, on en parle suffisamment dans le podcast qu'on consacre aux X-Men. Quand on voit ce qui est devenu, ce que sont devenus enfin, ce qui est devenu la série Wolverine, putain, avoir du Alan Davis, du Paul Neary et ce niveau d'histoire-là, j'en rêverais aujourd'hui, quoi. Donc, rien que pour ces deux histoires, moi, cette intégrale, ça sera, j'achète immédiatement. Sachez qu'elle a... Hein, quoi? Je vais te surprendre, mais moi ça m'avait saoulé cette histoire de Davis. Je crois que je l'avais Ah même ouais? pas fini. Ah, moi j'ai Non. trouvé ça. J'en garde pas Mais un souvenir. Wolverine, c'est un personnage que j'aime pas, hein, Ah, donc bah oui, à oui. la base. C'est pas trop pour le scénario, hein, c'est vraiment pour le dessin que moi j'avais apprécié. Et je suis à deux doigts, tu vois, d'en faire un podcast dans la bande Astrange pour revenir sur cet épisode Possession. Seule chose qui est un peu dommage, c'est cette couverture voilà, qui est pas très très jolie. Je me demande si c'est pas du Eric Larson. Je me pose des questions, mais c'est pas super top. Mais sinon, c'est une intégrale. Moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à lire C'est ce truc. l'intégrale quoi? 90-93. Tu verras la couverture si tu cherches, tu verras la couverture Ouais, avec ouais, ouais, Volvi qui serre les dents, toute griffe dehors. Bon voilà, c'est typique années 90. Oh, oui. Ouais, hein, n'est-ce pas? Le, 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 qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Euh, ça ressemble à du Larsen un peu. Ouais, un peu, ouais. Si vous êtes intéressé par Jungle Adventure, attention, vous l'avez peut-être déjà parce que dans la collection Epic, collection partie trop vite de chez Panini, il y a eu un tome Wolverine et dans ce tome Wolverine, vous avez Jungle Adventure de Mignola. Donc attention au doublon, on n'allait pas acheter. Si vous avez déjà acheté le Epic Wolverine et que vous dites ah bah tiens j'aimerais bien Jungle Adventure, bah en fait vous l'avez déjà. Donc c'est peut-être pas la peine de réinvestir, mais voilà, ce sera une très très chouette intégrale. À ton tour, donc vas-y, vas-y. Alors, moi, je vais vous parler de Saga. Saga tome 12. Alors, pareil, encore une fois, je vais pas. C'est le tome 12, hein, Saga, mais donc c'est la bande dessinée de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples. C'est une grosse BD. C'est une des meilleures BD de ces peut-être 10 dernières années maintenant. Il y a eu une grosse pause. Ils sont revenus depuis 2 ou 3 tomes. C'est toujours aussi bien. Donc voilà, les lecteurs qui connaissent pas Saga, allez-y, puisque je crois qu'Urban va ressortir une intégrale dans pas longtemps des premiers tomes de Saga. Foncez, parce que c'est vraiment une BD de science-fiction qui est vraiment prenante. Moi, j'avais eu du mal à rentrer dedans, Saga. Et puis une fois que je l'ai relu, j'ai tout lu d'un trait. Et vraiment, c'est très bon. Et on manque de Brian K. Vaughan en ce moment, je trouve, dans les comics. Donc ça fait toujours plaisir. Donc moi, je vous conseille vraiment ce Saga tome 12. Bah, moi, je Voilà. suis comme toi, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans Saga, à tel point que j'y suis jamais rentré, en fait. Donc, Ah ouais, bah moi,
À un moment, je me suis lu les trucs et je les ai mais dévorés. Alors que vraiment, j'avais eu du mal, hein. Il a fallu que je m'y reprenne une ou deux fois. Et une fois que c'était parti, c'était parti, hein. Et Et j'étais c'est pas. vraiment très très bien. Il Et c'est faudrait que je m'y vraiment. mette un de ces quatre. C'est fini? Ça se termine à ce tome 12 là ou pas? Tu sais pas? Non, non, toujours pas. La série est toujours en cours. Ah ouais, donc ils La avaient fait une série est énorme toujours. pause, ouais, parce que ça fait quelques temps que Ouais, j'attends la ouais, saga. ils ont fait une pause de 2-3 ans, hein, il me semble, hein. Ah ouais, d'accord. Euh, Donc, ouais, bah Brian Kevogan qui se fait rare, ouais, effectivement. Donc, qui se fait rare, ouais. voilà. Donc Euh, voilà, saga, allez-y, c'est toujours très bien. bon, moi j'ai quasiment terminé. J'ai mis dans le même lot, ça sera ma dernière reco, mais je n'ai lu que le premier. Euh, Dans ma recommandation, j'ai mis la gamme Absolute qui va sortir toute fin mai chez Ah bah Urban. j'allais en parler. Eh ben Ouais. voilà. Donc je mets tout, hein, Batman, Superman, Wonder Woman. Euh, donc voilà, moi j'ai lu Absolute Batman, j'ai lu les premiers épisodes d'Absolute Batman. J'ai pas lu Absolute Superman, Absolute Wonder Woman. Moi je voudrais juste, Ouais. sans trop déflorer le truc, c'est le retour de mon chouchou Scott Snyder aux affaires. C'est-à-dire que après un détour par Voilà. l'Indé, il revient chez DC Comics. Qui l'eût cru? Il y en a beaucoup qui espéraient qu'il ne reviendrait jamais. Bah si, il Et, revient et il a et encore des trucs ah, à il dire. revient faire du Batman, Ouais, super. mais oui, mais il a encore des trucs à dire en Bah, plus, hein. ouais, alors moi j'ai lu les trois, enfin les trois premiers épisodes des trois séries, enfin les premiers épisodes de chacune des trois séries absolutes. Alors pour préciser, hein, Absolute c'est vraiment une version Ultimate, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le Batman, le Superman et le Wonder Woman qu'on connaît. De fait, c'est vraiment des versions très différentes. Snyder, bah, sur son Absolute Batman, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait un truc bourrin. Et ça marche pour moi parce que bah, il y a Yannick Dragota qui est pas mal du tout. Ouais, c'est violent, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Je sais pas. Toi, t'as bien aimé, hein, Stéphane? Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur Absolute Batman parce que je trouve que euh, quand on crée des versions alternatives des personnages d'ici et de Batman en l'occurrence, euh, on cherche à s'écarter du Batman originel, mais on s'écarte pas trop. Tu vois. Enfin, je trouve que ils ont toujours été assez timorés, je trouve, dans leur proposition de Batman alternatif chez DC. Et là, pour le coup, ben, Scott Snyder, alors si tu es d'accord pour dire qu'il fait voler en éclats le truc en mode je ne m'interdis rien, bah oui, alors je suis assez d'accord. Effectivement, c'est bourrin, quoi. C'est-à-dire que il n'hésite pas à renverser certaines choses, à modifier certains éléments, à tel point que c'est presque, on n'est plus très loin que ça ne soit presque plus du Batman, quoi, Ouais, dans ce qu'il fait. ouais. Donc bon, moi j'ai pas vraiment accroché. Je te dis si ce n'est les dessins, parce que c'est un poil trop bourrin pour moi. Mais ne serait-ce que Euh, la problématique de la relation avec les parents, tu vois. Enfin, on va pas trop Oui, oui, spoiler, oui. mais il Alors, casse ça, par moi, exemple. l'épisode un finit quand même sur une grosse surprise, hein. Mm. La Voilà, relation qui avec change un. Alfred, par exemple, qui est plus du tout la même. Enfin, donc là, Ouais, si vous cherchez quelque chose qui s'écarte vraiment du standard de Batman, là, vous allez y être, quoi. ouais. Donc, ce premier épisode, j'ai trouvé pas mal. Bah, voilà, plus par les dessins que par le scénario. J'ai lu aussi le premier, puisqu'on fait hein, la ligne Ouais, absolue, j'ai vas-y, lu ouais. le premier Superman, euh, qui est très social. Jason Aaron, hein, il revient vraiment sur les trucs très sociaux de Superman, ce qui était le cas, puisque le premier épisode hein, dans Action Comics, c'était aussi un Superman très très social dans les années 30, enfin dans la fin des années 30. Donc là, il revient un peu sur ces origines-là, avec un côté très très classe ouvrière, un peu trop pour moi d'ailleurs, à tel point que je vois pas trop où ça va pour le moment sur ce premier épisode. Donc j'ai été un peu refroidi. C'est celui que je trouve le moins bon sur les trois. Mhm. Voilà. Et puis par contre, il y en a un qui est nettement au-dessus, bah, c'est le Absolute Wonder Woman. Ouais. Mm. Avec bah, Kelly Thompson, hein, voilà, Kelly Thompson, c'est quand même une des meilleures scénaristes du moment. Et Aidan Sherman, hein, dont on a parlé en début d'émission sur Dark Patterns, Patterns, ouais. euh, qui vraiment, lui, s'éclate au niveau des graphiques. Et là aussi, c'est une version très, très différente de Wonder Woman. Je vous spoil pas, hein, c'est dès la première page, puisque Wonder Woman, elle a été élevée en En enfer. Et enfer, donc, ouais. c'est plus vraiment.
Et vraiment, les pages, elles explosent tout. Là, je trouve que c'est vraiment original, tu vois. C'est-à-dire que là, on se détache vraiment de Wonder Woman. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Pour moi, c'est le meilleur des trois sur le premier épisode, hein, ce qui ne veut pas dire Ouais. que sur le premier arc, ce soit la vérité, mais en tout cas, c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc, tu vois, toi, tu conseillerais plutôt l'Absolute Batman. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller l'Absolute Wonder Woman. Voilà. On rappelle quand même que ça réunit les 5-6 premiers épisodes pour chacune des Ouais, séries. les cinq, les premiers arcs sont en 5, sont en 5. Voilà, pour 20 €. Donc là, il y a clairement, enfin, je dirais, il y a un tarif qui est pas trop élevé, on va dire. Non, c'est plutôt bien. C'est un Il y a tarif des quasi. éditions spéciales en noir et blanc. En tout cas, il y en a une pour Batman. Euh, c'est clairement une des grosses sorties pour Urban de cette année, hein. C'est-à-dire que, Ah bah oui, oui, c'est ce qui peut voilà. relancer un peu les super-héros, même si encore une fois, hein, c'est de la qualité, hein, on va pas se mentir, que ce soit le Batman, le Superman ou Wonder Woman, c'est de grosses qualités. Après, le problème, c'est que ça reste quand même déconnecté de l'univers DC classique. Donc, est-ce que ça va vraiment attirer beaucoup de gens? Et puis, c'est surtout qu'ils commencent derrière à balancer du Absolute. Alors, ils sont un Absolute Martian Manhunter qui a l'air Ouais. mais de toute beauté, Oui. euh, que j'ai pas lu, hein, voilà. Alors, Par contre, ils ont l'air de faire un Absolute Green Lantern qui a l'air de puer du fion, mais ça, c'est un truc dégueulasse. Donc, il faudrait pas non plus. Non, vraiment, c'est immonde, hein, j'ai pas vu celui-là. enfin, c'est immonde. C'est qui le L'Absolute dessinateur? Green Lantern. Ah, je sais plus, mais Je sais c'est plus. c'est- Ouais. c'est vraiment. Ça m'a pas plu. Voilà, donc il faudrait pas non plus qu'on commence à partir dans les absolutes à fond la caisse, parce que mine de rien, je pense que ce qui fait aussi la richesse d'un univers, c'est malgré tout son univers classique. Et on pourra dire ce qu'on veut, hein, des lignes Ultimate. Alors ça a marché un temps, mais ça n'a pas non plus fonctionné plus que ça, quoi. J'allais y venir. Ouais, c'est-à-dire que c'est le côté, le rapport à Ultimate Spider-Man, la Ligue Ultimate chez Marvel. C'est-à-dire que faudrait pas que ça se délite en termes de qualité parce qu'ils vont mettre des seconds couteaux et parce que les scénaristes et dessinateurs d'origine vont partir sur d'autres projets, quoi. Donc, on nous a déjà fait le coup il y a pas mal de fois, donc à voir. Par contre, ce que j'aime bien avec cette idée de cette sortie de Absolute Batman, Superman et de Wonder Woman, c'est que bah, c'est une proposition pour attirer peut-être des lecteurs. C'est une porte d'entrée, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est une porte c'est ça, d'entrée, c'est très bien, c'est hein, c'est très bien. intéressant. Moi, je vais pas. Je fais un peu mon vieil aigri parce que je veux dire, ça fait 200 fois qu'on nous fait des nouvelles versions Absolute, Ouais, c'est ça. Ultimate, ce qu'on veut. Donc forcément, je le regarde avec un regard peut-être un peu plus méfiant, mais ouais, ça peut être une bonne porte d'entrée, quoi. Donc ça va permettre de mettre de nouveaux lecteurs et des lecteurs néophytes et de vieux ronchons comme nous sur le même pied d'égalité, quoi. C'est-à-dire que, mais par contre, Oui. bon, là, on a la Sainte Trinité, Batman, Superman, Wonder Woman, qui est publiée par Urban. Mais moi, ce que j'attends d'Urban Comics, c'est qu'ils nous sortent aussi les autres absolutes qui sortiront par la suite. Quand bien même, il peut y avoir du moins bien sur Green Lantern, mais effectivement, j'ai vu le Limi Martien là qui a Il y l'air a un vachement Absolute bien. Flash aussi, il me semble. Voilà, il y a un Euh, Absolute Flash. Est-ce que là, Urban va se lancer dans le truc? Déjà qu'on n'a quand même pas grand-chose, hormis Batman, Superman, Wonder Woman, et encore Wonder Woman, faut le dire vite, on n'a pas grand-chose d'autre que du Batman et du Superman dans la production actuelle. Ouais, je suis assez curieux de voir comment Urban va gérer ce truc-là. Parce que si c'est juste pour publier Batman, Superman, Wonder Woman, bon, alors l'avantage, c'est que les séries sont pas connectées entre elles pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre ces Ah ouais, personnages-là. surtout ne faites pas de crossover, les gens, Bah ouais, mais parce ça que finira par arriver. Et puis tu auras un jour ou l'autre, tu vas avoir la rencontre entre le Batman d'original et le Absolute Batman. Enfin, évidemment. ouais, c'est possible. Non, non, mais t'as eu ça avec Ultimate Spider-Man et Spider-Man. Ils l'ont fait. Enfin, je veux dire, Mm. bon, voilà. Mais, 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 mais je suis séduit par l'idée. Et puis, bah, en même temps, j'espère que c'est pas une manière aussi un peu d'enterrer la ligne d'ici, enfin, d'enterrer en France la ligne traditionnelle classique de DC Comics, quoi. Donc, Ouais. on va bien voir. Je suis curieux de voir si ça va marcher. En tout cas, je suis très curieux de voir si ça va être le même ouragan qu'aux États-Unis, parce que le Absolute Batman, ça a été un, ça a Ouais, été ouais, un, ça, les titres c'est- absolus ont bien marché, mais
Et Ah, ça a relancé un peu DC qui sort des très très bonnes séries, même dans l'univers classique. mais c'est ça, moi, en DC, plus, que je trouve c'est vraiment frustrant, hein. la maison là qui a le vent en poupe et qui sort banger sur banger. Je pense à l'Absolute Martian Manhunter, mais apparemment, il y a aussi le Black Canary de Tom King qui est très très bon. Il y a vraiment plein de très bonnes séries. Il y a les Birds of Prey de Kelly Thompson. Donc en ce moment, DC est en train de sortir des gros titres qui sont de très très bonne qualité, contrairement à Marvel qui s'effondre, hein, on va pas se mentir là en ce moment. Euh, Ouais, je dirais pas enfin, c'est pas forcément, je dirais pas qu'il s'effondre, mais il y a clairement une frustration dans la publication française où on voit Panini qui publie quasiment tout ce que fait Marvel, que ça soit bon, pas bon, c'est publié. Et puis bah, Urban qui est vachement timoré dans son planning éditorial, alors ouais, qu'on sait qu'il y a des pépites, quoi. Enfin, même ne serait-ce que le ouais. Zatanna, quoi, tu vois. Enfin, putain, sortez Mais Zatanna. ouais, non, mais Enfin, ouais, ouais, il y a des pépites, il y a des et pépites. bon, alors j'espère que ces absolutes vont permettre de redonner un coup de fouet et puis drainer quelques lecteurs supplémentaires, etc., etc. Maintenant, on va bien voir. Je suis très très curieux de voir l'accueil du Absolute Oui, Batman, qui va être un succès, hein, mais à quel point ça va être un succès, ça c'est la très très grosse question. Parfois, on peut avoir aussi des désillusions, hein. Regarde la ligne Ultimates qui a été relancée en fin d'année dernière qui, j'ai pas, évidemment, j'ai pas de chiffre de vente, mais j'ai pas l'impression que ça secoue le marché français, quoi. Tu vois. non, mais c'était pas fait pour non plus, hein. Oui, mais Là, aux c'est pas. États-Unis, ça avait été de très très grosses ventes. Et il n'y a pas Ouais, eu de ouais, report ouais, en mais France, quoi. c'est pas. Pourtant, c'est pas mal, hein. Pourtant, c'est pas mal. Moi, je la suis un peu, cette ligne. C'est pas dégueulasse, tout est pas bon, mais c'est pas mal. Ouais, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, cette ligne absolue. J'espère que ça va marcher pour Urban et que ça va relancer un peu les super-héros. Clairement. Bah, alors Urban s'est pris une campagne une shitstorm là parce que on reproche à l'éditeur de sortir les trois titres le même mois en mode oh là là mais comment va-t-on faire pour suivre financièrement. Après, rien ne vous empêche d'acheter les trois le même mois, quoi. Enfin, comme il n'y a aucun lien entre ces séries, vous pouvez décider d'étaler vos achats sur 3 mois, quoi. Si vous en achetez un par mois, et puis Ouais, enfin, ouais. Moi, j'ai trouvé ça étonnant. Je te cache pas que j'ai trouvé ça très étonnant, moi, hein, de sortir les trois le même jour. J'aurais peut-être vu quelque chose de plus étalé, moi, dans la mesure où justement les titres sont pas connectés, ouais, ou peut-être les sortir à des moments différents. ils essayent des trucs. Je suis curieux. Donc, je suis curieux de À voir ce que voir. ça va donner. Ouais. Est-ce que tu en as Mais d'autres Ah, pardon. j'ai peur pour le Superman, moi. Le Superman. L'Absolute Superman. J'ai Ah oui. peur pour l'Absolute Superman, moi. Qui risque de se retrouver parmi les trois le plus, ouais, celui que les gens vont peut-être mettre de côté. Voilà. Ah, avec la sortie du film, peut-être que. Enfin, bon, je sais pas. On verra bien. À voir. Est-ce que tu en as d'autres, hein? Est-ce que tu as d'autres C'est tout bangers? pour moi. Eh ben écoute, j'ai terminé aussi. C'était un petit mois. On peut peut-être mentionner rapidos la sortie de Love and Rockets chez Comics Initiative Oui. aussi, voilà, qui loupe de peu le fait qu'on en parle. Venom War, je ne, Non, non, j'ai fait une on va chronique. laisser tomber Venom Noir. Je ferai une capsule sur le premier tome qui est c'est assez curieux, en tout cas très what the fuckesque. Et puis on n'a pas parlé non plus de l'Omnibus Thunderbolts tome 3 qui permet de conclure Ouais, qui est la très grosse très saga. bon, qui est très très bon. Faut y aller. Voilà, Les mais on peut pas parler Thunderbolts. de tout. Et puis c'est vrai qu'on a eu tellement de pépins techniques là ouais, tu vois, on n'a même pas parlé de Sentry, Paul Jenkins Alors, et on en Jay avait parlé la dernière fois, hein, mais on je en a crois, parlé non? sur. Ouais, j'ai souvenir qu'on en a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais bon, voilà. Et on n'a même pas parlé des Avengers de Jonathan Hickman qui sortent en omnibus, mais on ne peut pas parler de tout. Voilà, et c'est le principe de la recommandation. Bon, je crois que on va vous laisser parce que pour tout vous dire, on a eu beaucoup de pépins techniques sur cette émission. Ouais. J'espère qu'au montage ça se sentira pas trop, mais c'est vrai que ça a été très très compliqué. On a été un peu perturbé par la disparition de notre Skype, enfin en tout cas de l'option d'enregistrement de notre Ouais. Skype. Et on le redit, si vous avez des solutions, nous on est preneurs. Voilà, histoire de. Mais Oui. j'ai pas été aidé par ma connexion internet non plus ce soir. Euh, voilà, bah écoute, Doupe, des petites actus comme d'habitude, super pouvoir, Bruce Ouais, Lee. comme d'hab, super pouvoir, Bruce Lee, Radio Grand Ciel, voilà.
Principe actif aussi sur la radio de Sur la Rouen, où radio. j'ai une émission avec Guillaume et Alain Roussel. Voilà, donc ça continue doucement, tranquillement. On se dirige vers la fin de l'année. C'est vrai, Voilà, donc parce qu'on est déjà au mois de mai et ça fait déjà 5 mois qu'on fait ces recos et c'est vrai que le temps passe vite. ouais, Doup, je vois l'heure et je me dis que il va falloir qu'on s'arrête. ouais, je pense qu'on va s'arrêter. Je te souhaite une bonne soirée ainsi qu'à vous toutes et à vous tous. Salut, salut Doup. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut, ciao, ciao.